Bonjour à tous. Je suis désolé parce que je ne peux pas parler français très bien, mais je vais essayer et parfois peut-être un mélange avec les mots anglais. Bon, ma présentation s'appelle A Wilder Europe and Why Is This Good for Us? Une Europe plus sauvage et pourquoi c'est une bonne idée pour nous. Cet oiseau ici, c'est une aigle royale. Bon, ça, c'est moi. Et je suis photographe et écrivain, auteur de 19 livres. Je travaille beaucoup avec le journalisme et des projets de la faune sauvage. Et je suis très engagé à le mouvement en Europe qui s'appelle réensauvagement. Réensauvagement. C'est un mot compliqué. Je suis aussi un explorer de National Geographic magazine et aussi un directeur de la compagnie Wild Wonders International. Et je travaille aussi avec Sony. Et ça, c'est moi avec plus cheveux. En cette image, j'étais 14 ans. So, j'ai commencé à prendre photos à l'âge de 14. Et j'ai continué tout le temps depuis. Bon, les premières photos de la rivière Rhin, près de Nijmegen, en les Pays-Bas. C'est une rivière grande et beaucoup utilisée pour la transportation des produits industriels, des matériaux pour l'industrie en Allemagne, premièrement. Et il y a 30 ans, cette rivière était presque morte. Très peu de poissons, beaucoup de poissons chimiques et très peu des oiseaux. Dans cette partie de la rivière, près de la cité de Nijmegen, à la gauche, à la base à la gauche, cette partie, on a réensauvagé durant ces 30 ans. On a transformé the cornfields au bord de la rivière. On a changé et donné beaucoup plus espace pour l'eau, de l'eau. Parce que il y a été beaucoup de problèmes avec trop beaucoup d'eau, comment se dire, flooding. Et parfois, flooding, a détruit beaucoup des champs agriculteurs. Mais maintenant, on a enlargé l'espace pour la rivière, changé l'habitat écologique là. So, maintenant, ce que nous voyons maintenant, c'est il y a 25 ans, il y a tous les champs d'agriculture. Mais maintenant, c'est une oasis sauvage avec beaucoup des animaux. Par exemple, le castor ici. Le castor est un ingénieur de écosystème. Et les castors, ils construisent les écosystèmes qui profitent beaucoup d'autres espèces des oiseaux, des amphibiens, des grenouilles, des insectes, etc. Les canards et aussi les oies, les oies sauvages. Et beaucoup des autres oiseaux rares
cet oiseau, le black tern en anglais, c'est très, très endangered. En danger, hein. En danger. En danger. Ah, c'est presque le même mot. Voire en cours d'extinction. Voilà. Yeah. Et ce paysage est construit par la nature même et très important ici, un facteur très important, le castor, et l'autre facteur est les grands herbivores, les chevaux, les vaches sauvages, et parfois les bisons. Et parce que sans le grazing, sans l'herbe grasse. Yeah, sans l'activité des grands herbivores, tout le paysage était forêt rapidement. Mais avec les grasseurs, le paysage reste ouvert. Et cela, c'est les chevaux sauvages, s'appellent coniques. Ils vivent ici complètement sauvages, sans aide, sans nourriture artificielle, sans vétérinaire. Ils vivent une vie comme une cerf ou un animal complètement sauvage. Les chevaux étaient animaux sauvages durant milliers d'années avant que l'homme a colonisé et expandé. Yeah. Ils peuvent très bien vivre complètement sauvages aussi au futur. Et la même chose avec les vaches. Le vache original s'appelle le roc. Et c'est l'origine à tous les vaches dans tout le monde. Et cet animal, c'est notre plus, pour l'homme, c'est le animal plus important de l'histoire de la civilisation. Mais c'est aussi très important pour le paysage. Cet individu ici, c'est une auroch 2.0. L'auroch original était tué, chacun extingué en 1407. Mais tous les gènes, tout le DNA, comment on se dit? Oui, l'ADN. L'ADN, yeah. Tous les gènes sont toujours là, mais distribués entre beaucoup de différentes races de vaches. De vaches, merci. Mais maintenant, c'est un grand projet, Tauros, le projet Tauros, pour assembler tout le AND, tous les gènes de auroch, encore une fois, dans le même animal. Et voici les aurochs nouveaux. Ils ressemblent très bien les aurochs dans les peintures de Lascaux ou de Altamira ou les autres sites très, très fameux de fauna sauvage de l'ancien âge. Bon, réensauvager, ça peut être signifier réintroduire le castor. Ça peut être réintroduire
réintroduire le cheval sauvage et aussi les vaches sauvages. Mais parfois, c'est aussi nécessaire de réintroduire les petites bêtes, les grenouilles, par exemple. Et cette grenouille, en anglais, s'appelle garlic toad. Et je ne sais pas le vrai nom en français, mais c'est une grenouille rare maintenant en Europe. Et il aime beaucoup la terre avec beaucoup de sable. Donc, les hommes, les femmes de projet, on a réintroduit ces grenouilles qui anciennement a disparu de cette site. Et la même chose avec les petits grenouilles de tree frogs. Une grenouille de arbre. Ils ne vivent pas dans la terre, mais dans les arbres. Arboricoles. Ce sont des rainettes. Rainettes vertes. Rainettes vertes. Bon, très joli petit grenouille. Et avec une voix très forte. Bon, les grenouilles et aussi les insectes qui profitent de leur ensauvagement, des actions-là. Ces petites bêtes est aussi la nourriture pour une grande quantité d'oiseaux. Par exemple, comment ça s'appelle? Night heron. Héron de nuit, si je traduis. Yeah. Ou l'aigrette blanc, le grand aigrette, ou le grand héron blanc aussi. Ils mangent naturellement les poissons, et les poissons ont aussi une très mieux possibilité de vivre avec les bassins au bord de la rivière, les bassins naturels. Et aussi, l'aigle pêcheur mange les poissons quand il y a plus de poissons. Common tern, il va manger, si vous voyez, un petit insecte, mais il mange aussi des petits poissons. Et cela aussi, c'est le plus grand prédateur raptor en Europe, le pigargue à queue blanche, qui a revenu en Europe durant les années, les 30-40 années passées. Il a presque disparu complètement, mais maintenant, il y a milliers en Europe. C'est un développement très positif. Et beaucoup des oiseaux ont augmenté le numéro et augmenté beaucoup durant le dernier 30-40 ans. Parce que nous, les humains, avons décidé que permettez le retour de ces espèces. Par exemple, le faucon pèlerin, le peregrine falcon, aussi a presque disparu, mais maintenant, il brûle aussi dans les grandes cités, comme Nijmegen, comme Paris, comme Barcelone, comme Varsovie, parce que nous, les ne
tuons pas maintenant, à la même façon, à la même manière qu'avant. Et the otter, l'autre, l'outre, aussi, presque disparu parce que trop beaucoup de chasse et persécution et aussi trop beaucoup de matériaux chimiques, poisonous chemicals. De pollution chimique. Pollution chimique, exactement. Merci. Mais maintenant, c'est plus et plus commun. Et en Nijmegen, on a enfin des loutres. Oui, naturellement, toute la végétation profite pour les espaces sauvages. Et spécialement quand il y a beaucoup de grands grasseurs là. Les grasseurs, ils mangent in the front end. Ils marchent, trempent au midi et yeah. Excuse-moi, les grasseurs, ça veut dire en fait les brouteurs. Ah, Ouais. brouteurs. Okay. Les Bon. brouteurs. Yeah. Comment nous pouvons aider la vie sauvage? On peut, par exemple, on peut laisser les fleurs sans couper. Yeah, in the grassy areas in cities and towns, you don't have to cut the grass all the time. You can let it come up a bit, and then all the insects will have more life. On laisse en fait les herbes et les fleurs reprendre leur place et donc être sauvages pour que les animaux et les insectes particulièrement puissent venir habiter dans ces environnements-là et donc revenir. Exact. Et on peut aussi acheter nourriture pour nous-mêmes, pour notre famille, qui est bio. Nous pouvons aussi clean up the rivers. Nettoyer les rivières. Nettoyer les rivières, exactement. Et nous pouvons aussi quitter l'usage des pesticides, des chimiques dans notre jardin ou dans le champ. Par exemple, le très commun Roundup dans les jardins, on doit le quitter. Et si on quitte les pesticides, on peut aussi voir les plantes comme ça. Bon, maintenant, nous allons à une autre région au sud de la Nijmegen, s'appelle Maashorst et Grensmaas. C'est la zone bordière entre Belgique et les Pays-Bas. Et ici, on a fait la même chose au bord de la rivière. Et il y a centaines de chevaux sauvages. Et cette région est au nord de la cité de Maastricht. C'est 40 kilomètres au bord de la rivière. Et les chevaux, on peut dire que c'est les zébras d'Europe. Ils ont notre zébra, mais sans strip. Sans les rayures. Et aussi cet animal magnifique, c'est le bison européen.
c'était aussi presque extingué, mais on a sauvé les dernières 12 individus et dans les dernières 100 ans, on a retourné le bison à beaucoup de places, aussi en France, et en Allemagne, et en Pays-Bas, et Danemark, et Pologne, par exemple, Bulgarie, Roumanie aussi. Le bison, ce n'est pas seulement une espèce américaine, cette espèce est propre européen. Notre mammifère plus grand dans les dernières, pour le moins 2000 ans. Avant, on avait en Europe aussi les mammouths et le rhinocéros, yeah. Mais pas maintenant. OK. La prochaine place, c'est la rivière l'Oise et aussi la Meuse en la région de Compiègne et aussi le Meuse en Charleroi et Namur en Belgique. Et cela, c'est l'Oise au nord de Compiègne. Et c'est une rivière naturelle en cette partie. Il y a aussi un canal construit pour la transportation, faciliter la transportation, mais à la même fois, il y a l'Oise vieux qui tout le temps existe. La map. Une rivière comme ça, avec ses méandres, c'est très riche au niveau biologique, très riche de vie, beaucoup de poissons et aussi, naturellement, les oiseaux et les animaux qui mangent les poissons. En Compiègne, il y a aussi la forêt de Compiègne. Et dans cette forêt, il y a la chêne Saint-Jean. On dit que c'est le chêne plus vieil le chêne plus vieil de France. Peut-être 750 ou 800 ans, et tout le temps très, très vital. Aussi quand l'arbre est comme ça. Mais c'est pas mort, c'est très, très vite, très vivant maintenant. Il peut vivre une autre 100 ans ou 150 peut-être avant de tomber et mourir complètement. Et dans les forêts, dans une forêt sauvage, plus sauvage, on peut trouver beaucoup de choses qui intéressent les humains. Moi, par exemple, j'aime beaucoup de chanterelles. Et s'il y a les bois, forêts sauvages, il y a beaucoup plus de champignons et herbes naturelles, le harum italique. Bon, maintenant, nous sommes en Charleroi, en Belgique. C'est une area industrielle. Une région industrielle. Hein? Une région
Industrielle. Région industrielle très, très intensive durant presque 200 ans. Ici, la rivière n'est pas très sauvage. Nous le pouvons voir tous. Hein. Et la question c'est comment on peut faire aux régions comme ça pour ensauvager un peu, réensauvager un peu. Chaque place, on peut ensauvager. Le place parking de centre de Paris ne va pas être une région sauvage naturellement, mais on peut le ensauvager a couple of steps more wild. Dans une certaine mesure. Et dans les parcs de chaque cité, on doit avoir la possibilité de voir les squirrels. Comment ils s'appellent? Écureuils, yeah. Presque le même en suédois maintenant, en effet. Écureuil. Et les oiseaux du bois, de forêt. On parle maintenant beaucoup aux médias, dans la politique, du mot biodiversité. Biodiversité, ça peut-être, it might sound, peut-être il sonner un peu académique ou théorétique, mais en effet, biodiversité, c'est la vie sauvage. La vie sauvage entre nous. All the way around us. Every life, that's the biodiversity. And sans biodiversité, nous ne pouvons pas vivre. Je vais finir avec cette photo-là. What you love, you will protect. Ça que tu aimes, tu vas protéger. Et moi, j'espère que nous humains, nous voulons aimer plus la vie around us. Autour de nous. Autour de nous, maintenant, exactement. La vie autour de nous. Ces missions photographiques étaient une part d'une coopération, un grand projet avec Fondation Iris. Et je crois que Christophe peut expliquer un peu plus le Europe à la rame projet, que ces photos, mission photo, c'est complètement connecté de la cour de ton expédition. Oui, du parcours. Yeah. En effet, le travail entre Stéphane et moi, je vais être plus, on va dire, dans un mode d'observation, mais comme je vais me déplacer, je serai plus visible. Je pense que j'aurai moins de facilité pour voir les animaux autant que lui. Voilà. Ceci dit, toutes les photos qu'on a vues viennent de toi. Yeah. Merci beaucoup, Stéphane. Vraiment, merci pour la présentation et bravo pour le français. Merci Christophe aussi. J'ai pas représenté Christophe quand tu es arrivé. Donc Christophe, l'expéditeur de l'Europe à la rame. Voilà, vraiment merci Stéphane pour la qualité des photos, des explications et aussi du français, encore une fois. Il nous reste un quart d'heure. Si vous voulez bien, on va passer aux questions de l'école. Et puis après, j'imagine que les questions vont aussi peut-être revenir sur l'articulation entre le travail de Stéphane et l'expédition de Christophe. Donc, le collège, si vous voulez, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelle est votre photo la plus réussie? I don't have best pictures.
because the best picture I'm still trying to take. But one that I liked very much was with the little frog sitting on the girl's glasses. Quel était le parcours d'études pour le photographe? I have not studied photography at all, actually. I just started taking pictures when I was in your age. And then I continued taking pictures, and I learning by doing. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de matériel pour faire une photo? Pour le moins, on doit avoir une caméra photographique. Mais aussi, ça fonctionne avec le cellulaire. Maintenant, les optiques dans le cellulaire sont très, très bons. Mais moi, je emmène très, très beaucoup de matériel. Oui. Tripède, des objectifs très grands et lourds. Parfois, j'ai aussi, I also need an assistant in the field who help me carry the things. Donc, parfois, il demande à un assistant de l'aider à porter le matériel parce qu'il a des objectifs assez lourds. Et le cellulaire, donc c'est le téléphone portable. Je ne sais pas si vous avez vu. Stéphane a un contrat avec la marque Nikon. Donc Nikon lui fournit de l'équipement gratuitement. Il a le choix de toute la gamme Nikon. Si jamais il pareil, évidemment, c'est à lui de payer les dégâts. Il faut à peu près combien de temps en moyenne pour faire une super photo comme on a vu, tout à l'heure? À prendre une photo peut être très très vite, un instant, clic, ça c'est la photo. Mais la préparation avant de prendre l'actuelle photo, ça peut prendre des semaines, jours et semaines. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail au champ, beaucoup de recherche pour avoir information. On peut aussi utiliser le Google Earth, pour voir, par exemple, la rivière ou les rivières, où sont les méandres les plus jolis. Merci. Est-ce que Christophe, tu veux rajouter des choses justement pour faire le lien entre le travail de Stéphane et l'expédition, éventuellement? Non, ce qui est bien surtout, c'est qu'il a montré, donc en effet, en parlant de Nimex, c'est vraiment la partie la plus au nord où je vais me retrouver. C'est au moment où je passe la frontière entre l'Allemagne et la Hollande. Voilà. Donc, je vais en fait quitter en effet le Rhin, le fleuve, le Rhin, qui a un très très gros courant pour après ça prendre la Sambre et la Meuse. Et c'est le moment du parcours, sur les 2000 km, c'est le moment où je vais remonter le courant. Ça ne sera pas vraiment plus compliqué, le courant n'est pas très très violent, mais bon, évidemment, c'est un peu plus long à faire. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un bateau qui va vers l'avant par rapport aux autres bateaux d'aviron. Parce que vous savez, quand on fait de l'aviron, en général, il faut se retourner pour voir ce qui se passe. Donc là, l'avantage, en effet, c'est que j'arriverai face à l'obstacle et face aux animaux. Donc, ça pourrait être plus intéressant. Voilà. Donc, je serai aussi équipé d'une petite caméra. Ça, c'est plus pour alimenter le site web, l'europealarame.com et le Facebook. Voilà, on va mettre en place justement un Instagram pour pouvoir alimenter en images et justement avec les images de Magnus et de Stéphane. Magnus, qui est l'autre photographe, qui lui s'occupe plus de la partie poisson de l'activité sous-marine. Donc, avec l'Instagram, on va s'occuper d'alimenter en photo via les photos de Stéphane et Magnus. Et puis, bon, après ça, moi, de mon côté, j'alimenterai au jour le jour lorsque je serai sur le parcours, mais ça sera sur le site et dans le domaine de l'actualité. Voilà. Merci. Merci en tout cas encore pour Stéphane, Christophe et tous les élèves de l'école qui se sont connectés. Et puis à bientôt, alors s'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais juste te remercier encore, Stéphane, pour ta présentation en français. Je ne savais pas que tu parlais si bien le français. Merci, belle surprise.
Et merci pour tes très, très belles photos qui vont, je pense, inspirer beaucoup les élèves. Il y a vraiment des choses qu'on n'avait jamais vues. Un aigle d'aussi près, où on voit tous les détails. Et puis aussi tes photos de drones qui sont magnifiques. Il y a vraiment des dentelles dans les paysages aériens qui sont fabriqués par les rivières qui font de magnifiques boucles, des vraies dentelles dans le paysage. Merci à toi. Merci à vous. Le message, le même message. La nature peut revenir si nous le voulons et si nous le permettons. Ouais, c'est un très beau message. Les photos donnent envie de la protéger et de la faire revenir, effectivement. Donc, encore merci. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire. À bientôt et bonne journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir.